Nicolas Sarkozy se laisse très rarement filmer au calme. D'autant plus dans un avion. Vous êtes globalement dans quel état d'esprit en ce moment? Calme, déterminé, serein. J'aime ce que je fais. J'ai toujours la passion de l'action politique et l'amour de la France. Donc je suis heureux de ce que je fais. Sinon, je ne le ferais pas. Et confiant pour la famille politique que vous représentez pour la suite? Vous avez confiance. La vie, c'est une école de modestie. On peut attraper un microbe. Les ennuis ne viennent jamais par là où on imagine qu'ils viennent. On peut avoir des déceptions, des échecs. Confiant, non. Je ne suis pas le ravi de la crèche. Concentré, oui. Est-ce que ça vous arrive de douter? C'est difficile. Je doute à chaque instant, sur tous les sujets. Mais quand l'essentiel est en cause, je doute pas. J'agis. Merci. Qu'il soit au bout du monde, ou comme ici à Marseille, Nicolas Sarkozy commence sa journée en courant. Une heure, à petite foulée. Un besoin, dit-il, découvert sur le tard. Pour comprendre ce qui l'anime encore 4 ans après avoir quitté l'Élysée, il a souvent fallu lui courir après. À ses côtés depuis près de 10 ans, une conseillère de l'ombre, Véronique Ouachet. Elle dirige sa communication. Les journalistes la connaissent bien. Ce matin, c'est l'incontournable maire de Marseille que Nicolas Sarkozy est venu saluer. Jean-Claude Gaudin, qui préside également la puissante fédération des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tout le monde. On a fait un long chemin ces 14 derniers mois pour reconstruire une famille digne de ce nom. Plus forte, plus nombreuse, qui gagne les élections, où tout le monde ne s'aime pas avec la même chaleur, mais où quand même le volume des divisions a bien baissé. Vous êtes des militants, vous êtes des élus, vous êtes des cadres. Vous savez ce qu'il y a de pire pour vous? Une année sans élection. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous? Une année avec une élection. Et quelle élection? L'élection présidentielle. Donc pardon de vous le dire, c'est enthousiasmant, c'est passionnant. Et c'est chez nous que ça va se passer. Le vrai fief de Nicolas Sarkozy se situe quelques dizaines de kilomètres plus loin, à Nice. Motard de la police municipale pour l'accompagner. Fans par milliers. Et quelques fidèles. Christian Estrosi, désormais président de la région Provence-Côte d'Azur. Ou encore Éric Ciotti, qui a quitté François Fillon pour le rejoindre. Une petite tente montée près de la plage. Et c'est parti pour plus de 2 heures de dédicaces.
Merci. Ça c'est bon. Irène. Nicole. Pour Lucie. Pour Marie-Josée. Pour moi. Pour Angelina. Pour Morissette. Pour Francine. Mais il n'y a que des dames, hein. Eh oui, mais c'est normal, hein, on est tous femmes. Et là, dans les mois qui viennent, j'irai à la rencontre des Français. J'espère qu'il sera pour échanger et débattre. Voilà. Et notre champion. Elle a dit c'est notre champion. Il est peut-être petit, mais il est grand. Il est petit, mais il est grande idée. Il a des grandes idées. Mesdames et messieurs, notre réunion va commencer en quelques instants. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Monsieur le Président, vous êtes ici chez vous, dans un département qui vous aime et dans un département que vous aimez. En cette fin avril, nous sommes à 1 an tout juste de la prochaine présidentielle. Mon engagement dans la vie de mon pays sera désormais différent. Deuxième mise en examen pour Nicolas Sarkozy, cette fois dans l'affaire Big Malion pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Pendant 2 ans, il va multiplier ses conférences à travers le monde. J'ai réfléchi en disant, non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Très belle victoire, 2/3 des militants, c'est vraiment énorme. La droite républicaine et le centre ont nettement remporté les élections départementales. Croyez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être en retard. Mais le débat de 2017 ne peut pas être volé à personne. Il faudra tout mettre sur la table. Tout dire. Dire que la République ne peut plus reculer, que nous ne pouvons plus accepter des syndicats qui se comportent comme des partis politiques, ou nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. Nous ne pouvons plus accepter que des étrangers en situation irrégulière occupent des établissements publics ou des églises. Mes chers amis, je sens monter l'attente. Je n'ai rien perdu de mon énergie. Je n'ai rien perdu de ma fidélité pour chacune et chacun d'entre vous. Merci à tous. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci. Pour reconquérir le cœur des sympathisants, Nicolas Sarkozy possède un outil redoutable. Son livre « La France pour la vie », vendu à 200 000 exemplaires. À chaque étape, sa séance de dédicace, il en aurait signé déjà plus de 10 000. 10 000 Français rencontrés personnellement et surtout des Françaises. Vous dites souvent que c'est plus efficace qu'un meeting, ces rencontres? Non, c'est pas plus efficace, c'est plus intéressant parce qu'il y a un contact, il y a un échange. On voit tout le monde. Même une minute, mais on les voit. On parle, on entend, on écoute. On les entend dire aussi souvent, la droite nous a déçus par le passé, plusieurs fois. Certainement, bien sûr. J'ai même fait un livre pour dire ça. Ouais. Oui, tout simple. Mais ce qui compte, vous savez, c'est le lien. Parfois, le lien se distend, parfois il se retend, mais c'est le lien qui compte. C'est ça qui est le plus important. Et aujourd'hui, le lien, il s'est retendu. C'est trop tôt. Il y a un lien. Prêt à savoir s'il est plus ou moins tendu. Vous voulez connaître la fin de l'histoire alors qu'on est au début? C'est que le début. C'est que le début. Il n'y a que le début. Le peuple français, il écrit sa propre histoire. Personne ne l'écrit pour lui. Personne. Important. Merci, hein. Cathy, c'est madame. À la fin de la journée, on est tranquille. Bon président.
Courage, président. Catiste avec un K. C'est... Ah, voilà. Hors de France, son statut d'ancien président lui ouvre de nombreuses portes. New Delhi, Moscou, Berlin ou Buenos Aires, où nous l'avons accompagné. Escorté jusqu'au palais présidentiel, Nicolas Sarkozy rencontre le nouveau président argentin, Mauricio Macri, accompagné de plusieurs proches. Christian Jacob, qui dirige le groupe à l'Assemblée. Éric Woerth, ancien collaborateur d'Alain Juppé, désormais pièce maîtresse du projet. Luc Châtel, un ancien ministre resté fidèle. Certains visages moins connus, comme le jeune conseiller diplomatique Pierre Régent. Sans oublier Rachida Dati, de retour après quelques années de brouille. Ces visites sont aussi l'occasion de rencontrer les Français de l'étranger et de découvrir un Nicolas Sarkozy plus détendu, plus direct aussi. L'autre jour, j'étais à Tourcoing. Je voyais un jeune toubib fantastique dans un quartier pas possible. Je lui dis, mais vous recevez combien de patients par jour? Il me dit, une trentaine. Il rajoute immédiatement, mais c'est pas pour gagner plus. C'est Sarkozy. C'est pas Hollande. Moi, ça me fout le trac, quelqu'un qui dit qu'il veut pas gagner plus, qu'il veut pas un plus bel appartement pour sa famille, une meilleure école pour ses enfants. Où en est-on arrivé? Maintenant, le débat est ouvert. Parlez-nous franchement et on essaiera de vous répondre avec la même franchise. En étant loin de la France, et pourtant en étant très très attaché à la France, on a l'impression que depuis un petit bout de temps, la France décroche. On a glissé sur des réformes et qu'on a pris du retard par rapport à nos partenaires européens, que ce soit sous des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite. Vous me permettez de vous répondre avec la même franchise? Vous travaillez pour PSA. Si j'avais pas été là au moment de la crise, il n'y avait plus de PSA. Pardon de vous le dire très franchement. Tous, ils ont le droit de perdre la mémoire, pas vous. Je vous le dis en ami. J'ai reçu dans mon bureau le président de PSA. Il n'y avait plus l'argent. Quand le monde s'est écroulé en 2008, il n'y avait plus l'argent pour faire les salaires à PSA. Aucune banque ne voulait prêter un centime à PSA. J'ai pris la responsabilité de dégager 3 milliards d'euros pour sauver PSA et Renault. Vous l'avez oublié? Parce que, bon, je sais, je m'énerve pas, je suis calme, ok, mais j'ai quand même du tempérament. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, c'est quand on dit la gauche et la droite, même chose. Vous pouvez pas être si cruel avec moi et pas me comparer à Hollande. J'espère que vous m'en voulez pas de ma franchise, mais c'est PSA qui a fait tilt. François Hollande, un adversaire que Nicolas Sarkozy ne manque jamais d'égratigner à longueur de meetings ou de réunions. Ce sera de nouveau le cas devant les étudiants de cette université catholique de Buenos Aires. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous croyez que vous avez perdu les élections contre Hollande et quelle est votre opinion de la présidence d'Hollande actuellement et si vous voulez présenter la candidature à la présidence pour les prochaines élections. C'est un Français hésitant, mais c'est une volonté politique forte. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis Français avant toute chose. Et je ne dis jamais de mal de mon pays quand je suis en dehors de mon pays.
quand on a été battu ou qu'on subit un échec, ça fait mal. On n'a pas envie de reprendre le même chemin. Et est-ce que l'échec, ça fait perdre l'appétit? Pour moi, ça le décuple. Donc, d'une certaine façon, mon échec, ça doit être un problème pour François Hollande. Parce qu'il y a un risque que je rebondisse plus haut. Depuis un an, le retour de Nicolas Sarkozy se prépare également dans le 15e arrondissement de Paris, au siège des Républicains. Au 10e étage, nous tombons sur la fin de la réunion hebdomadaire des proches du président du parti. Ils sont une vingtaine. On y aperçoit Laurent Wauquiez, le numéro 2 depuis l'éviction de NKM, ou encore Frédéric Pechnard, ancien patron de la police, qui gère l'appareil au quotidien. Chaque semaine se tient également une réunion stratégique pour définir le prochain programme présidentiel. Ce mardi, c'est sur les questions de santé que les élus débattent et que Nicolas Sarkozy tranche. Bonjour à tous. Michel est là. Bonjour à tous. Alors, quelles sont les grandes mesures qu'on va annoncer? Annoncer plusieurs mesures. Moi, pardon, Eric, moi je tiens beaucoup à une loi sur la médecine libérale. Hein? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça doit être la première mesure, me semble-t-il, qui propose une loi. Alors après, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que vous avez? Non, c'est moi qui parlais. Donc on revient sur le tiers payant. Oui, ça c'est attendu, donc ça c'est très important. Et on décharge des tâches. Alors là, il y avait un désaccord entre vous. Arnaud ne voulait pas qu'on dise, si mon souvenir est exact, qu'on annule la loi, qu'on l'abroge. Et... Oui, c'est sémantique. Oui, mais enfin... Payant l'abroge, c'est payant. Oui, c'est ce qui est bien d'accord. Non, mais parce que... Mais pas la loi. C'est quand même bien. Donc, on le rend facultatif pour le patient lambda. Nous devons développer une nouvelle façon de sortir de l'arc et de la consultation. Moderniser. Je voudrais que vous réfléchissiez à l'extérieur, qui ne sont pas simplement les publics. On met une grande loi parce qu'on veut, on est préoccupé de l'avenir de la médecine libérale. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Oui, bien sûr, parce que les médecins vont nous écouter, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Une fois qu'on leur a dit qu'on doit multiplier les maisons de santé, c'est plus d'accord. Deuxième élément de la loi de modernisation, débarrasser les médecins de la paperasserie, qui est un élément central. Si on compte sur l'assurance maladie pour simplifier, on va. Alors on n'a pas la même idée de l'assurance maladie. Merci. C'est ici. Alors ici, on le voit ici. Comment se passe ce genre de réunion? Ce genre de réunion, Eric, ce genre de réunion, ça se passe bien. Et, enfin, il faut que chacun puisse parler et en même temps arbitrer, décider. Et donc, quand on décide, on ne donne pas satisfaction à tout le monde, mais avec l'approfondissement de la discussion, on arrive à faire un consensus. Mais alors, vous préparez le projet du parti ou le vôtre? Là, c'est le projet du parti, mais ça peut me donner des idées. Ouais. Alors, certains candidats disent que ça ne les engage pas, ce projet. Ils ont le droit, hein, mais moi, ça m'engage. Vous avez compris? Oui. Vous avez de la chance. Bon. Non, je vais les monter. Un élu multiplie les apparitions dans les couloirs du parti ces dernières semaines. C'est vrai. François Baroin, que l'on retrouve dans le bureau du patron.
Et l'Aube n'est pas loin. Et l'Aube n'est pas loin. C'est vrai. C'est plus vallonné, C'est qui pour vous aujourd'hui? C'est le président de l'association des maires? C'est un soutien fidèle? François Baroin. Oui. François Baroin, c'est un ami. C'est l'un de ceux qui a beaucoup de talent. Et c'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance. Voilà. Monsieur Baroin, pourquoi vous choisissez de soutenir Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas là. Allez, merci. Non, mais pas du tout. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. S'il n'est pas officiellement candidat, les thèmes du futur concurrent de la primaire s'affichent clairement lors d'un meeting près de Lille. Tous les sarkozystes sont au rendez-vous. 45 minutes de discours sur l'identité. L'esprit du renoncement, c'est la maladie d'une partie de nos élites qui nous disent comment penser. Il n'y a plus de France. Il y a des groupes et il y a des individus. C'est la tyrannie des minorités. Parce qu'il n'y a qu'une seule souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Le politiquement correct, c'est la police de la pensée exercée par ceux qui sont minoritaires dans le pays, mais majoritaires dans une partie des élites. Nous n'en voulons plus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. On vit encore un moment aujourd'hui de crise européenne. Est-ce que d'abord vous avez été surpris par le choix des Britanniques? Franchement, non. Est-ce que ça vous inquiète? Franchement, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de la deuxième économie d'Europe qui décide de quitter l'Europe. Il s'agit d'un peuple, le peuple britannique, de 60 millions d'habitants. Ce n'est pas un détail. C'est une crise historique, profonde, et la vérité m'oblige à dire qu'elle aurait pu arriver dans beaucoup d'autres pays. Autriche, Danemark, d'autres pays encore, France. Les Néerlandais, France. L'idéal européen, le projet européen, a maintenant quelque chose comme 70 ans. Il a besoin d'être refondé pour des raisons multiples. Les peuples d'Europe, majoritairement, ne se reconnaissent plus dans l'Europe. Il faut donc la refonder. Refonder, ça veut dire un Big Bang ou ça veut dire la transformer à minima? Comment redonner confiance au peuple dans cette Europe, finalement, dans laquelle il croyait beaucoup? Et aujourd'hui, on sent qu'il y a même une déception profonde. Vous avez raison, les mots ont un sens. Refonder, je ne sais pas si c'est le Big Bang, mais en tout cas, c'est structurellement qu'il faut repenser le fonctionnement de l'Europe. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Cela veut dire qu'on ne peut plus continuer en n'ayant pas de frontières et des frontières qui ne sont pas gardées. Il n'y a pas de Schengen. On ne peut pas continuer en indiquant que l'ensemble de la population mondiale peut venir en Europe, alors que ce n'est pas vrai. On ne peut pas continuer à ignorer qu'il y a maintenant deux Europes, l'Europe de l'euro et l'Europe de l'Union. On ne peut pas continuer avec la pléthore de compétences en Europe. Bref, il s'agit vraiment d'un moment crucial. On doit prendre le temps de se poser les bonnes questions, celles d'ailleurs que nous adressent les peuples européens, pour trouver la voie pour nous sortir de cette crise. Est-ce que, Nicolas Sarkozy, vous êtes toujours un Européen convaincu, vous? Oui, mais le mot est devenu trop large. L'Europe ne peut pas se construire contre les nations. Le couple franco-allemand est un socle. Quand Angela Merkel fait des choix, notamment sur l'immigration, d'accepter un certain nombre de migrants, vous y êtes plutôt opposé. Déjà, c'est une question essentielle sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Essentielle. Absolument pas d'accord.
Mais c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut un couple et qu'on discute. Et dans le couple franco-allemand aujourd'hui, il n'y a pas de couple. Mais qu'est-ce qui manque? C'est pas l'allemand, c'est le français. Quand Marine Le Pen, ce week-end, suite justement au Brexit, réclame un référendum, quand Bruno Le Maire, au sein de votre famille politique, réclame lui un référendum, en tout cas de réforme, de refonte de l'Europe, vous croyez à la puissance du référendum sur cette question-là? Est-ce que c'est pas une arme à double tranchant? La dernière fois que la France a consulté sur l'Europe, ça s'est pas très bien passé. La question n'est pas tant celle du référendum que celle de la question qu'on pose. D'abord, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du peuple. Parce que si l'idée européenne, on n'y croit pas, et si elle ne supporte pas l'épreuve du référendum, c'est qu'on fait fausse route. Donc vous ne l'avez dit vous-même, si on pose la question aujourd'hui aux Français de savoir s'ils veulent oui ou non rester dans l'Europe, vous avez un doute sur la réponse? Oui. Il faut être lucide. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Vous croyez que c'est parce qu'il y a 30 km de Manche que les raisonnements sont tout à fait divers? Alors, la question du référendum, il faut l'utiliser sciemment. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le référendum de Jacques Chirac en 2005, c'était un risque et qu'on ne comprenait pas vraiment la question. Si j'appelle à une refondation de l'Europe, avec un nouveau traité, précisant clairement, simplement, en refusant la technocratie, de nouveaux choix pour l'Europe, alors la question du référendum se posera. Et je ne vois pas comment on pourrait la refuser. L'Europe ne peut pas continuer à se construire contre les peuples. Dans tous les sondages, aujourd'hui, les Français veulent un renouvellement de la vie politique. Quand vous entendez cela, vous retenez quoi? Il faut changer la vie politique, la façon de la faire, les institutions? Bien sûr, il y a à la fois un besoin de renouvellement puis un besoin d'expérience, mais c'est du détail. Enfin, quand les gens votent pour Marine Le Pen, c'est pas pour du renouvellement. Et c'est pas un détail. Vous avez vu ce qu'elle propose? Et c'est pas un détail. Non, c'est une exaspération. Ils comprennent plus. Si dans quelques mois, pour la présidentielle, on retrouve les mêmes candidats qu'il y a 5 ans, et il y a 5 ans, c'était il y a un siècle, vous l'avez dit, il y a quelque temps, est-ce que les Français seront... J'avais pas compris que la question était comme ça, que je me disais comment il va être désagréable, comment ça arrive, comment il l'amène. Il l'amène gentiment, mais c'est pour dire quelque chose de moins gentil. Et essayons le moment est suffisamment grave. Monsieur Delahousse, c'est pas une question d'image, c'est pas une question de figure, c'est pas une question d'habillement. C'est est-ce qu'il y a des solutions pour s'en sortir? À partir du moment où tel ou tel, quel que soit par ailleurs son âge ou son passé, a une vision pour sortir le pays de la situation, alors c'est du renouvellement. Donc, renouvellement pour vous, c'est l'expérience? Non, mais non. Renouvellement, vous savez ce que c'est pour moi? C'est la passion. Si on y croit, si on a une vision, si on a envie de se battre pour son pays, si on a la passion de la France, alors c'est du renouvellement, bien sûr. Moi, j'en connais tellement qui sont fatigués avant d'avoir commencé. Et j'en connais d'autres qui ont encore beaucoup d'énergie. En ce moment, en France, depuis quelque temps, une violence s'exprime. La démocratie, en ce moment, elle est, selon vous, un peu menacée par ces groupuscules, par cette violence. Mais pourquoi appelez-vous groupuscule la CGT? Quand une manifestation de la CGT se termine avec un hôpital pour enfants, où se trouve à ce moment même le gosse du couple de policiers assassinés par ce barbare, ce sauvage, cet assassin, c'est inadmissible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une crise d'autorité dans notre pays inadmissible. Il n'y a pas de démocratie, Laurent Delahousse, sans autorité. Quand il n'y a plus d'autorité, tout le monde se croit tout permis. C'est assez simple, s'agissant des manifestations, j'étais contre leur interdiction, mais je souhaite très clairement que quand les organisateurs d'une manifestation demandent l'autorisation et que ça se termine avec des dégâts matériels et des dégâts physiques, c'est pas aux contribuables de payer, c'est aux organisateurs. En l'occurrence, c'est à la CGT de faire un chèque pour réparer les dégâts. Quand Manuel Valls s'interroge sur l'interdiction de certains groupuscules d'extrême gauche, c'est un point de vue que vous suivez, vous acquiescez? Moi, je comprends pas. Quand on est au gouvernement, on n'a pas à s'interroger, on a à décider. Si M. Valls et M. Hollande ont à faire des choses, qu'ils arrêtent de faire des discours et qu'ils les fassent. Il y a 2 ans, vous nous disiez, je reviens pour mettre mon parti en ordre. Il est en ordre de bataille? Vous connaissez ce proverbe, hein, Laurent Delahousse. Quand je m'ausculte, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Si je me souviens de l'état dans lequel se trouvait l'UMP, ruiné, divisé, battu, il y a 18 mois, et l'état dans lequel se trouvent les Républicains, j'avais un travail à faire, j'avais pris des engagements. 18 mois après, les engagements étaient tenus. Il y a des fractures, il y a des divisions, il y a des batailles. Non, il n'y a pas de fracture, il y a des concurrences, certes. C'est la vie, la concurrence. Il y a des concurrences.
Des fractures, non. Quand des candidats potentiels ou des candidats déclarés aux primaires disent « le programme qui est en train d'être défini, je m'engage pas, il ne sera pas le mien ». Quand des investitures pour les mandats de députés sont faits et que effectivement un certain nombre d'entre eux, Patrick Balkany ou autres, font l'objet de contestations directes en disant on aurait pu être effectivement autour de la table pour certains cas et remettre certaines choses en question. C'est une remise en question claire. Le programme, les investitures législatives, c'est important. Bon, il y a toujours un peu d'agitation, un peu de contestation, c'est pas grave. Les règles sont définies. Les investitures dans 577 circonscriptions, donc 95% des cas, elles ont été décidées à l'unanimité. Ben, les cas où c'est pas décidé, eh ben, on changera, on verra. Il y a encore des discussions possibles. Il y aura des discussions possibles. C'est la Patrick vie. Balkany, par exemple. Il y aura... Ne faites pas de cas particuliers. Il y aura encore des discussions. Ça peut être... C'est désagréable. Vous savez, j'ai bien connu ça, hein, l'habitude de notre société d'en prendre un, de le frapper, et puis après, quand il a un non-lieu, d'oublier. J'ai vu ça, moi aussi. Hein. J'ai vu ça. Hein. Quand j'ai été mis en examen dans l'affaire Bettencourt, ça a fait des titres dans la presse du monde entier. Puis quand j'ai eu le non-lieu, c'est curieux, ça a duré 2 secondes. Je me suis promis quelque chose, monsieur de Laos. Jamais plus je ne serai du côté de ceux qui hurlent. J'attends, tranquillement. S'ils sont coupables, ils en assumeront les conséquences. Tant qu'ils sont mis en examen, ils sont présumés innocents. Et si vous et moi, on respectait l'état de droit, ça serait tellement mieux. Il y a une forme d'humanité qu'on doit mettre dans la vie politique et dans la vie médiatique. Vous le savez vous-même, vous faites partie de la vie médiatique. Il y a des moments où il y a tellement d'injustice, tellement de rapidité, tellement de choses approximatives. J'essaie de ne pas me comporter comme ça, ne m'en veuillez pas. Finalement, les primaires, c'était une bonne... Peut-être plus jeune, j'avais ce défaut. Au moins que l'âge... On essaye de s'améliorer. Nicolas Sarkozy, finalement, c'était une bonne idée, les primaires. Aujourd'hui, vous en êtes persuadé? Si je pensais que c'était pas une bonne idée, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas organisé. On vous l'a pas imposé? Non, je ne le pense pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que c'est les primaires qui créent de la division. Je pense que ce qui agite les esprits, et parfois déséquilibre certains, c'est les médias plus que les primaires. Il n'y a pas trop de candidats? Mais pour l'instant, c'est pas des candidats aux primaires. C'est des candidats à la candidature. Ils ne seront candidats aux primaires que quand ils auront les parrainages. Selon vous, combien seront-ils à la fin? Oh, je sais pas, mais enfin, moins que ce qu'il y a aujourd'hui, sans doute la moitié moins. Au Parti socialiste, ils vont organiser des primaires. Il n'est pas impossible que l'actuel chef de l'État s'y présente. Est-ce que vous trouvez ça normal, bon pour la démocratie, naturel? Vous croyez que c'est une surprise pour moi? Que M. Hollande se présente? Vous croyez que je ne le connais pas? Vous en avez douté? Pas moi. Et pourquoi n'aurait-il pas le droit de se présenter? Vous l'abordez comment, cette prochaine année? C'est apaisé entre vous? En ce qui me concerne, je n'ai aucun sentiment de revanche. Vous savez, je vous l'avais dit, pour moi, avoir été président de la République, c'est un immense honneur. Jamais je ne pourrais remercier les Français de l'honneur qu'ils m'ont fait, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que j'ai quand même eu un quinquennat pendant 5 ans où il n'y a pas eu de violence, où je n'ai jamais eu à retirer un texte devant la rue. J'ai eu des oppositions, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés. Mais finalement, ces 5 années ont été assez apaisées. On voit bien la difficulté de réformer la France, rien qu'avec l'exemple de la loi El Khomri, ce qu'elle a suscité, la colère, l'exaspération, la violence. Je partage pas cet avis, si vous le permettez. C'est pas la loi El Khomri qui est en cause. Tout le monde sait qu'il n'y a rien. C'est le mensonge. Quand j'ai réformé les retraites pour les passer de 60 à 62 ans, c'est pas facile. Il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue. Mais à l'arrivée, on l'a fait. Il n'y a pas eu une violence. Parce que j'ai pas menti. Ce que paye M. Hollande aujourd'hui, c'est le prix du mensonge. La France est tout à fait réformable. Et c'est la raison pour laquelle, en 5 ans, je n'ai jamais utilisé le 49.3. Parce que je crois que le temps du débat n'est pas du temps perdu. Quand on débat et quand on s'affronte au Parlement, on évite la violence dans la rue. Quel est le vrai débat aujourd'hui? Il est entre ceux qui pensent que la France peut vivre seule, repliée, isolée de la mondialisation, et ceux dont je suis, qui pensent que 7,5 milliards d'habitants sur la planète n'attendront pas 66 millions de Français, et qu'il faut donc qu'on construise les conditions de notre compétitivité. Vous ne vous définissez pas comme un libéral? Non. D'autres le font? Je suis sur tout un tas de sujets.
Mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir ce que Ricardo, Adam Smith et les penseurs libéraux auront fait. La question aujourd'hui, elle est assez simple. Comment faire en sorte que nos entreprises, qui, elles seules, créent des emplois, peuvent se trouver en situation de gagner des parts de marché sur leurs concurrents européennes, le marché de base. Et donc l'objectif pour nous, c'est que notre fiscalité soit conforme avec la concurrence que nous connaissons en Europe. On a longtemps évoqué pour vous un caractère transgressif. Bon, actuellement, il y a une personnalité qui reprend ce qualificatif, c'est Emmanuel Macron. Ni droite ni gauche, ça vous va pas déjà, parce que comme vous nous l'avez expliqué, on choisit. Vous le trouvez comment, Emmanuel Macron? Il vous interpelle, À titre personnel, je n'ai rien à dire. Qui suis-je d'ailleurs? Je ne le connais pas. Mais il vous intéresse? Non. Il vous dérange? Non. Non, je vais vous dire. On ne peut pas imaginer plus différent. Voilà un homme qui a été le collaborateur économique premier de François Hollande, qui a écrit tous ses discours pendant les 2 premières années du quinquennat de François Hollande, là où on a eu 50 milliards d'impôts nouveaux. Puis un homme qui est ministre des Finances, c'est pas rien, et qui explique tout le mal qu'il faut penser de la politique économique qu'il est en charge d'appliquer. C'est ça la nouvelle politique? C'est ça le renouvellement? Vous savez pour moi ce que c'est? C'est du cynisme. Et le cynisme, c'est vraiment pas mon truc. Alain Juppé, actuellement, est en tête dans les sondages, même s'ils évoluent depuis quelque temps. Est-ce que vous imaginez que Alain Juppé est comme dans la position d'Édouard Balladur en 94? C'est une position que j'ai bien connue, parce que vous connaissez l'affection que j'ai pour Édouard Balladur. Et à l'époque, j'étais très jeune, inexpérimenté, sans doute un peu arrogant, et je m'illusionnais sur les journalistes, sur les commentaires et sur les sondages. Depuis, je me suis guéri. Alors, vous revenez un petit peu en arrière. Je voudrais revenir sur une question d'actualité. Cette semaine, le musée Quai Branly Jacques Chirac a été inauguré. Est-ce que, avec le temps, votre regard finalement sur la vision intellectuelle de Jacques Chirac, sur le dialogue des civilisations, a évolué? Ah, ça c'est une question difficile, parce que j'ai eu des désaccords avec Jacques Chirac, ils sont publics. Mais Jacques Chirac a beaucoup compté dans ma vie. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. J'ai beaucoup admiré. C'était un physique, c'était une énergie. C'était fantastique de travailler à ses côtés et pour lui. Et puis je me suis un peu séparé de lui parce que lui-même à un moment a fait un virage. Disons que c'était le Chirac vers la gauche. Je n'ai pas compris cela. Mais s'agissant du dialogue des cultures, du musée des arts premiers et de sa passion pour que le monde ne soit pas aplati autour d'une seule civilisation, j'ai toujours partagé cet engagement et je l'ai toujours admiré. On revient pas sur l'épisode des sumo? Non, surtout que cet épisode, c'était plutôt... Allez, c'est un propos qui a été rapporté. C'était sans doute d'ailleurs pas ce que j'ai dit de mieux. Avec Jacques Chirac, on a eu des grands moments ensemble, des grands moments l'un contre l'autre, mais il m'a apporté quelque chose. C'est qu'il m'a fait comprendre que pour y arriver, il fallait se battre et compter d'abord sur soi-même. Une personnalité qui pourrait jouer un rôle important dans les mois à venir, ou pas. En tout cas, Donald Trump, qu'est-ce que vous pensez de sa campagne, de ses propos, de son discours, de sa façon de faire de la politique? Il transgresse, il casse des tabous, il est parfois désinhibé et parfois même violent. Bon, honnêtement, je trouve pas que ça a beaucoup de charme. Et pour vous dire la vérité, je connais bien Madame Clinton et je me sens plus proche d'elle. Pour autant, Donald Trump est intéressant non pas par lui-même, mais de ce qu'il révèle de l'Amérique après 2 mandats La d'Obama. captation qu'il a aujourd'hui, sa popularité, son discours, capte une partie de l'opinion. Et ça surprend les gens. Ça en dit long sur l'état psychologique de l'Amérique. C'est pas un théorème électoral qui vous intéresse, d'aller loin, de choquer, de bouleverser? C'est pas Trump qui est intéressant. C'est les raisons pour lesquelles tant d'Américains se reconnaissent dans lui. Mais vous savez, sur la transgression, c'est vous qui trouviez que c'était de la transgression. Parce que quand j'ai dit la racaille, c'est le petit monde parisien qui a été choqué. Mais les Français n'ont pas été choqués. Qu'est-ce que c'est la transgression? Moi, je suis fier de ce que j'ai dit là. Il m'est arrivé de faire des erreurs, je les ai bien volontiers reconnues. Je n'ai pas la conviction d'être parfait, loin de là. Mais en l'occurrence là, non. Il n'y a peut-être pas Quand je parlais des frontières,
quand je parlais de l'identité nationale. C'est vous qui trouviez qu'on transgressait. Quand M. Trump dit « j'aime pas les Arabes », c'est pas une transgression, c'est une bêtise. Quand je dis « on va nettoyer au Karcher », c'est pas une transgression, c'est une réalité, j'aurais dû le faire plus. Ça veut dire que, sans être naïf, la campagne qui s'annonce, qui va s'ouvrir, sera aussi essentiellement organisée autour d'un discours qui peut être rude, violent. C'est pas le discours qui est violent, c'est la vie qui est difficile. Et si vous voulez avoir l'espérance que le peuple vous entende, il faut déjà décrire une vie qu'il partage, qu'il connaît et dans laquelle il se reconnaît. Mais l'espérance, elle est fondée sur la lucidité et pas sur le mensonge. On a déjà eu le discours du président normal. Il n'y avait pas de crise. Tout allait aller facilement. Là, c'est la violence. Alors, permettez-moi d'utiliser une autre voie. Merci Nicolas Sarkozy, président des Républicains et potentiel candidat à la prochaine primaire. Je retiens cette phrase comme un appel, monsieur de la Housse, et il me touche. Merci Nicolas Sarkozy, à bientôt. Merci, j'étais très heureux de discuter avec vous et d'échanger avec vous.